Bien, bonjour à toutes et tous, ravi de vous revoir. Donc dans cette section 3, nous allons voir plus précisément comment est-ce que les données maillent l'espace, comment les données également génèrent des processus de territorialisation et comment les données circulent à la surface de notre planète. Dans une première session, nous allons voir comment les données brutes circulent à l'échelle mondiale, notamment en prenant l'exemple de la région océanienne, sur laquelle je vais revenir, l'océan Pacifique. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment les données signifiantes cette fois, c'est-à-dire les données qui ont été mises en sens par des logiciels, qui ont été mises en sens par des plateformes d'intermédiation, circulent sur ce qu'on appelle les couches hautes du cyberespace, je vais vous expliquer tout ça, et permettent la propagation d'informations signifiantes. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les modalités de circulation des données dans l'espace physique et dans l'espace topologique également, doivent être envisagées sous forme de différentes couches. Ce réseau Internet fonctionne sur un système de couches superposées, d'accord ? Et si une des couches vient à ne pas fonctionner, toutes les couches supérieures ne pourront pas fonctionner non plus et vous ne recevrez pas le paquet de données que vous êtes censé recevoir. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Internet et le cyberespace en général sont, je dirais, organisés suivant deux grands ensembles de couches. D'une part, les couches basses, ce qu'on appelle les couches basses du cyberespace, et d'autre part, les couches hautes du cyberespace. Alors, ce qu'on appelle les couches basses, ce sont les couches sur lesquelles circule la donnée brute, c'est-à-dire des paquets de données qui n'ont pas forcément été mis en sens, d'accord, et qui sont des paquets qui circulent à des vitesses absolument considérables, de l'ordre de la milliseconde. Dans ces couches basses du cyberespace, nous distinguons deux grandes couches. La première couche, c'est la plus évidente, c'est la couche physique du cyberespace, c'est-à-dire les objets physiques qui permettent aux données de circuler partout à la surface du globe et qui nous permettent à nous, humains, d'interagir avec ce réseau. Ça va être par exemple un téléphone portable, un ordinateur, une dorsale fibre optique qui traverse un océan, un routeur Wi-Fi, votre box chez vous, etc., etc. Bref, tous les objets que vous pouvez toucher, qui existent dans l'espace physique, et sans lesquels vous ne pouvez tout simplement pas vous connecter à un réseau numérique d'échange de données. Ça, c'est la première couche, la couche la plus basse du cyberespace. Mais vous avez une deuxième couche dans les couches basses qui est extrêmement importante, d'accord, et qui va nous occuper beaucoup aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la couche logique ou la couche des routages. Pour prendre une image qui parle un peu à tout le monde, il faut imaginer que la couche des routages, c'est, je dirais, celle qui ressemble le plus, je dirais, à une dynamique d'aiguillage de chemin de fer. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez un réseau de chemin de fer avec des voies ferrées, des wagons, des locomotives, des gares, des passagers, que ce réseau-là va fonctionner de manière optimale. Parce que si vous n'avez pas de stratégie d'aiguillage pour que les trains passent à tel moment, etc., forcément votre réseau va très vite être saturé, va très vite tomber en rade, vos trains ne vont plus arriver à l'heure, les passagers ne vont pas être contents, et puis très rapidement, le réseau va s'écrouler. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Et dans le cyberespace en général, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez des téléphones portables, des dorsales fibre optique, des satellites, des routeurs, etc., que les données vont circuler de manière optimale. Pour qu'elles circulent de manière optimale, eh bien, il faut que les routages de données se fassent correctement. C'est-à-dire que les protocoles qui permettent d'envoyer des données vers des voies qui sont un peu moins congestionnées que d'autres, etc., fonctionnent pour qu'un paquet de données puisse atteindre dans des temps optimaux un point A, un point B de la surface de l'espace terrestre. Ça, c'est pour les couches basses que nous allons voir donc dans la session sur la circulation des données en utilisant notamment l'exemple de l'Océanie. Alors on va partir du principe que la représentation de la couche physique du cyberespace ne pose pas de problème particulier, ce sont des cartes classiques qui vont permettre de le représenter, mais la question se pose lorsqu'on en vient aux dynamiques de routage. Comment les représenter, comment les comprendre, et donc comment comprendre, si j'ose dire, comment comprendre le caractère géopolitique de ces dynamiques de routage qui sont avant tout des dynamiques essentiellement techniques. Eh bien, pour bien le saisir, il faut d'abord préciser comment fonctionne le routage des données au niveau mondial. Il faut d'abord préciser que Internet, donc le réseau que nous utilisons principalement, est un réseau de réseaux. C'est d'ailleurs sa définition, Internet, Internetwork, d'accord ? Donc c'est un réseau de réseaux composé
de milliers de sous-réseaux que l'on appelle des systèmes autonomes. Ces systèmes autonomes sont les briques élémentaires de l'Internet. Concrètement, un système autonome, ça va être par exemple un fournisseur d'accès Internet, un ministère, une compagnie bancaire, un industriel, etc. Bref, toute entité qui dispose d'un parc informatique suffisamment étendu pour que celui-ci fasse l'objet d'une gestion autonome des routages à l'intérieur de son propre réseau. Internet, c'est ça à la base, d'accord? Internet, à la base, ce sont des petits réseaux comme ça qui se sont agrégés les uns aux autres et qui, en trouvant des protocoles, je dirais, standardisés, en se mettant d'accord, ont créé un réseau de plus en plus vaste qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette espèce de toile mondiale. D'ailleurs, le terme de toile qui était utilisé dans les années 90 pour désigner l'Internet n'est pas tout à fait anodin, puisque si on regarde la manière dont sont connectés entre eux les systèmes autonomes qui composent l'Internet, effectivement, ça peut parfois ressembler à une espèce de toile d'araignée. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les différents systèmes autonomes qui composent l'Internet ne sont pas tous connectés entre eux de manière égale. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple très classique, imaginez un fournisseur d'accès d'Internet français, par exemple en l'occurrence Free, d'accord ? Il est fort peu probable que Free ait une connexion directe, je dirais, avec un fournisseur d'accès Internet en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourquoi? Eh bien parce que établir une connexion directe entre ces deux FAI signifierait des coûts économiques considérables. Et pour que ces coûts soient justifiés, il faudrait qu'il y ait un flot de données suffisant entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la France. Et on peut se dire que ce flot, aujourd'hui, n'est pas si important que Free, par exemple, investisse dans ce qu'on va appeler un accord de peering avec un système autonome papou, par exemple, pour échanger directement des données. Pourtant, ça veut dire que vous pouvez bien évidemment envoyer un paquet de données en Papouasie-Nouvelle-Guinée et vous pouvez en recevoir un de Nouvelle-Guinée. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, les données vont passer par des points intermédiaires entre Free et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ces points intermédiaires vont être des systèmes autonomes, eux aussi également, des systèmes autonomes intermédiaires qui ne vont pas forcément être des fournisseurs d'accès Internet, mais qui vont être par exemple des administrateurs de câbles, qui vont être des entreprises qui sont spécialisées justement dans le transit international de données et qui vont par exemple prendre en charge la donnée depuis, je sais pas moi, depuis l'Europe pour la convoyer via des câbles qui vont l'amener donc on pourrait dire jusqu'au détroit de Malacca, jusqu'à Singapour, et ensuite là on aura probablement un nouveau système autonome spécialisé dans le transit de données en Asie du Sud-Est qui va reprendre en charge la donnée jusqu'à l'amener donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc on pourra se dire que sur le chemin entre Paris et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on aura eu sans doute à peu près 4 intermédiaires, d'accord? Donc 4 systèmes autonomes qui auront été traversés par un paquet de données pour atteindre, pour faire un trajet d'un point A à un point B du globe. Cette modalité de circulation, elle est extrêmement importante. Parce que si tous les systèmes autonomes qui composent l'Internet ne sont pas également connectés entre eux, alors ça veut dire qu'Internet a une forme topologique. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut représenter Internet sous forme d'une espèce de graphe. Et il faut imaginer que pour atteindre un point A, pour circuler d'un point A à un point B de l'espace physique, un paquet de données donc, va passer par plusieurs intermédiaires et suivant la région dans laquelle vous vous trouvez, il peut y avoir ce que nous on va appeler des goulots d'étranglement stratégiques pour différentes raisons. Des points de concentration par lesquels vos données vont être obligées de passer. Par exemple, si vous envoyez des données de Paris à Moscou, vos données vont forcément passer par un des grands hubs européens d'échange de données, en l'occurrence sans doute Francfort. Et si vous envoyez des données de Paris à Sydney, par exemple, vos données auront passeront soit par Singapour, qui est le grand hub de données, bien évidemment en Asie du Sud-Est, soit par les États-Unis, et ensuite revenir en traversant donc le continent américain et revenir ensuite par Hawaï en descendant par les grandes dorsales qui arrivent à Sydney. Donc ces dynamiques de routage, elles sont extrêmement importantes puisqu'elles offrent une autre manière de voir comment circulent les paquets de données à la surface terrestre. Et sans plus attendre, donc, je vais passer à un cas pratique.
pour que tout ça soit un petit peu plus clair, et notamment en vous expliquant comment aujourd'hui est organisé, par exemple, l'Internet océanien, c'est-à-dire l'Internet qui structure cet espace extrêmement particulier qui est l'espace, on va dire, pacifique. D'accord ? Extrêmement particulier, pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un espace archipélagique, donc constitué de plein de petites îles, si on nommait bien évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont les 3 principales masses de terre de cette région du monde. On a essentiellement des petites îles qui sont relativement peu peuplées, qui sont relativement pauvres, et qui donc sont soumises à un certain nombre d'aléas et qui, pendant longtemps, ont éprouvé de très nombreuses difficultés pour se connecter à Internet. Tout simplement parce que tirer un câble sur des milliers de kilomètres pour connecter un petit atoll sur lequel vous avez quelques dizaines de milliers de personnes, ça coûte cher, d'accord, et que, bien évidemment, la chose ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Cet espace archipélagique a également une autre caractéristique qui est le manque de résilience de nombreux territoires. C'est-à-dire, ça a pu se passer d'ailleurs, je crois que c'était au Vanuatu il y a quelques années. Si vous avez un câble sous-marin qui vient à être rompu, eh bien, vous pouvez être sûr qu'une grande partie de la population d'une île ou d'un archipel sera complètement privée d'Internet, non seulement, mais également de téléphonie, puisque la plupart maintenant des communications téléphoniques passent par ces mêmes câbles. On est sur de la téléphonie numérique aujourd'hui. Et donc, on peut se retrouver avec des îles, avec des archipels qui sont du jour au lendemain complètement coupés du monde. Puisque là, s'arrêtent non seulement les réseaux sociaux, bien évidemment, mais également les transactions bancaires, enfin tout ce qui relie l'île au reste du monde. Et cet espace archipélagique, donc, il est très intéressant à étudier pour nous géographes parce que c'est sans doute l'une des structures les plus simples au monde quand on s'intéresse aux couches basses du cyberespace et notamment quand on s'intéresse aux dynamiques de câbles. La carte que vous pouvez voir à l'écran montre les grandes dynamiques à partir desquelles s'organise le cyberespace océanien sur la couche physique. C'est-à-dire que sont représentés les grands corridors physiques par lesquels vont passer les données pour arriver ou pour partir de cet espace océanien. Et ce qu'on voit immédiatement sur la carte, ce sont 2 choses. La première, c'est l'existence au nord de grandes dorsales fibre optique qui relaient directement les côtes californiennes au Japon. Ce sont là de véritables autoroutes numériques qui traversent le Pacifique sans s'y arrêter. Ce sont des autoroutes sans bretelles autoroutières. Et pour trouver la bretelle autoroutière, il faut descendre un peu plus au sud, à Hawaï, qui constitue aujourd'hui le nœud central du cyberespace océanien. Puisque c'est de Hawaï que partent un certain nombre de câbles qui vont ensuite, par exemple, connecter la Polynésie française, les différentes îles donc, de ce qu'on va appeler la Macronésie et la Micronésie. C'est de Hawaï que partent les grands câbles qui vont connecter ensuite l'Australie et la Nouvelle-Zélande, en passant par des hubs comme ceux des Fidji, dont je reparlerai un petit peu plus loin parce qu'ils font l'objet aujourd'hui d'une intense rivalité géopolitique. C'est de Hawaï également que vont partir un certain nombre de câbles qui vont relier l'Asie du Sud-Est via un autre territoire américain qui est Guam, qui est une île sous souveraineté américaine sur laquelle sont installées pas mal d'infrastructures militaires. Et c'est de Guam donc, que partent un certain nombre d'autres câbles qui vont relier le sud du Japon, qui vont relier également Taïwan et Hong Kong, mais également toutes les petites îles qui peuplent donc, les régions septentrionales du Pacifique, comme par exemple les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall, mais également justement la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et un troisième hub qui est le hub singapourien et qui permet de connecter l'Océanie au reste du monde via l'Australie et via des câbles qui remontent le long des côtes occidentales de l'Australie pour s'enfoncer ensuite, une fois le détroit de Malacca passé, dans le golfe du Bengale, pour ensuite longer, ce qu'on ne voit pas sur la carte, le sud de l'Inde et remonter sur la mer Rouge, le canal de Suez, traverser la Méditerranée et donc se connecter aux grandes dorsales européennes, notamment à la hauteur de Toulon et de Marseille, où arrivent un certain nombre de câbles qui relient directement Singapour. Donc ce qu'on voit ici, c'est finalement la grande domination américano-australienne aussi, puisqu'on voit bien que l'Australie a un caractère central dans tout ça. Cette domination américano-australienne qui donc se traduit sur la couche physique du cyberespace, eh bien elle se traduit également si l'on passe à la couche logique du cyberespace et si je formule une cartographie
topologique de l'Internet océanien, c'est ce que vous avez à présent à l'écran. Alors ce que vous voyez, ça n'est pas une espèce de méduse ou ça n'est pas une espèce d'œuvre d'art, c'est l'ensemble tout simplement des systèmes autonomes qui composent l'Internet océanien et leurs voisins, c'est-à-dire pas simplement les systèmes autonomes océaniens, mais également les systèmes autonomes qui ne sont pas situés en Océanie, mais qui sont directement connectés à l'Océanie. Et ça, c'est très important de les faire figurer parce que ça nous permet de voir par où et par quels endroits les données vont passer lorsqu'elles vont devoir sortir ou entrer d'Océanie. On identifie en fait le premier cercle, on va dire, des intermédiaires qui permettent aux Australiens, aux Néo-Zélandais, aux Fidjiens, ce que vous voulez, de se connecter au reste du monde. Et ce qu'on voit ici, alors déjà, c'est la surreprésentation des systèmes autonomes australiens, qui est d'ailleurs proportionnelle, je dirais, au poids économique et politique que l'Australie joue dans cette zone. On voit également la centralité d'un pays qui n'est pas océanien, mais qui est la plus grande puissance océanienne aujourd'hui, qui sont les États-Unis d'Amérique, puisque la totalité du centre du graphe est bien occupée par des systèmes autonomes américains qui permettent donc en grande partie de connecter l'Internet océanien au reste du monde. Donc là, on a une vraie cohérence par rapport à ce qu'on a pu voir sur une cartographie topographique de l'Internet, où la plupart des câbles, effectivement, passent par des territoires américains. Au niveau topologique, c'est également la même chose, mais au niveau topologique, on voit des choses aussi très intéressantes, comme par exemple le fait que le réseau néo-zélandais est quasiment entièrement dépendant du réseau australien pour se connecter au reste du monde. Puisque vous le voyez sur le graphe, si vous essayez de tracer un chemin d'un des points bleus, donc néo-zélandais, pour essayer de vous rendre, par exemple, dans les points rouges qui sont à l'extrême gauche du graphe et qui représentent un certain nombre de systèmes autonomes français, eh bien vous serez inévitablement obligé de passer par l'Australie, puis ensuite par les États-Unis et éventuellement par Singapour, pour ensuite accéder à des réseaux et à des systèmes autonomes d'Europe occidentale, par exemple. Et ce qu'on peut voir aussi sur ce genre de graphe, qui est très important et très intéressant, c'est la centralité de certains pays de moindre taille dans la région, comme par exemple les Fidji, où vous pouvez voir ici que le réseau fidjien est à cheval sur le réseau australien, le réseau néo-zélandais, mais il touche également le réseau états-unien. Ce qui veut dire ici que nous avons une confirmation de ce que nous pensions en observant les cartes des câbles, c'est que les systèmes autonomes fidjiens jouent une espèce de rôle de transit. Alors certes, beaucoup moins important que les Australiens par exemple, mais jouent un rôle de transit relativement important dans la zone. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Alors bon, au-delà de la description et du plaisir de décrire une région tout à fait intéressante, il faut replacer ça dans des dynamiques de rivalité géopolitique qui sont à l'œuvre dans la zone, comme par exemple la puissance que je n'ai pas encore mentionnée, qui est un peu, comme on dit en anglais, « the elephant in the room », c'est bien évidemment la Chine. La Chine a des ambitions très claires dans la région océanienne, une région qui est dominée, alors que l'on parle de cyberespace ou pas, par les puissances américano-australiennes et également par leurs alliés néo-zélandais. Mais on voit aujourd'hui que la Chine gagne de plus en plus d'influence dans cette région du monde et notamment utilise les investissements numériques, utilise les infrastructures de l'Internet pour connecter toutes ces petites îles qui restent mal connectées. Il faut bien voir que plus de la moitié, je crois, des câbles qui connectent l'Océanie ont été posés depuis 2017. Donc le câblage, le fibrage, si j'ose dire, de l'Océanie est un phénomène extrêmement récent et les Chinois entendent prendre leur part dans cette aventure, tout simplement parce que c'est aussi un moyen pour eux de prendre pied dans des États qui, jusqu'à présent, étaient extrêmement proches des Australiens, des Américains, etc. Et au moment où on voit des débats considérables sur la 5G, sur le rôle que devrait jouer Huawei dans un certain nombre de pays occidentaux, on comprend que cette question de l'installation de matériel, de câbles, de relais, de ce que vous voulez, mais également la question des routages, elle est extrêmement importante. Et alors, autant on le voit sur la cartographie topologique, la Chine est complètement périphérique,
mais ce qui s'explique aussi par le fait que le réseau chinois en fait est un réseau extrêmement contrôlé et qui n'a pas vocation à être un réseau qui deviendra central. Le réseau qui a vocation à la limite à devenir central dans l'architecture chinoise dans la région, c'est le réseau de Hong Kong, qui est un peu la porte d'entrée et de sortie de la Chine continentale vers le reste du monde lorsqu'on parle de réseau numérique d'échange de données. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des pays comme les Fidji par exemple ont un rôle important dans la connectivité de la région, comme je disais tout à l'heure. On a aujourd'hui des tentatives chinoises de prise de position extrêmement forte par ce qu'on appelle la diplomatie du carnet de chèques, par exemple, qui consiste à aller investir dans des infrastructures, à investir dans un certain nombre de programmes, notamment dans des pays dont certains, comme les Kiribati, sont complètement menacés par la montée des eaux. Et donc on a cette avancée de l'influence chinoise qui va utiliser la structure du réseau pour gagner en influence. Et c'est quelque chose que l'on peut voir à partir du moment où l'on a identifié les grands hubs stratégiques de la région. Si les grands hubs, les principaux hubs restent sous domination américaine, on voit plusieurs hubs de taille un petit peu plus modeste qui commencent aujourd'hui à être attirés par des sirènes des investissements que Pékin peut faire dans la zone.